Bonsoir la famille, donc ce soir on se retrouve pour un nouveau podcast sur l'affaire Pilarski. Donc c'est cette jeune femme, Elisa Pilarski, enceinte de 6 mois, qui est décédée dans la forêt de Retz, attaquée par un ou plusieurs chiens. Donc on va essayer de comprendre ce qui peut amener un chien à tuer un humain. C'est toujours difficile pour un propriétaire de chien de concevoir que son animal peut le tuer ou tuer une autre personne. Pour ce podcast, je vais recevoir des invités exceptionnels qu'on voit très rarement en vidéo, donc je les remercie énormément. Et en deuxième partie de vidéo, je vais recevoir un invité avec un témoignage exclusif puisqu'il a rencontré à plusieurs reprises Curtis, le chien au cœur de cette affaire. Donc vous aussi, n'hésitez pas à débattre avec nous dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez parce que c'est une affaire qui pose énormément de questions. Le podcast sur l'affaire Pilarski, c'est parti. A dog doesn't know how to lie to you. Bon bah salut tout le monde. Salut Matt. Salut. Alors je vais vous présenter. Donc ce soir on a le plaisir d'être avec Mister Nobody. Mister Nobody, donc voilà, il veut s'appeler comme ça pour ce soir. Donc lui, il a travaillé très grosse expérience dans le chien. Mister Nobody, tu as travaillé aux États-Unis, tu as travaillé en Afrique du Sud et tu as travaillé en République dominicaine pendant plusieurs années, pendant de nombreuses années. Donc très grosse expérience dans le chien. Donc tu vas nous apporter ton point de vue et ton expertise. Donc merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. De rien, avec plaisir. Et puis on a Florent Vanel que vous connaissez tous puisque on a fait plusieurs vidéos ensemble. On en est à la 3e vidéo ensemble maintenant. Donc Florent Vanel, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente. Donc tu es le numéro 1 français du Bull Terrier de travail. Donc et probablement numéro 1 à l'étranger aussi, à l'international, puisque tes chiens sont sur quasiment tous les continents. Tu as des chiens... donc en fait, tu es revenu au type originel du pitbull comme le pitbull dans les années 1920, 1930, c'est ça? Type original du Bull Terrier, pas du Pitbull. Du Ouais, Bull du Bull Terrier, Terrier. putain, pardon. Du Eh Bull Terrier. oui. Ah là, on fait une vidéo, on va parler de pitbull. Et là, attention, là, on va parler de Pitbull. Il y a un expert en Pitbull. Si tu commences à dire que je fais des Non, non, Pitbulls, non, on non, va non, pas non, être non. d'accord. Mais oui, je dis n'importe quoi. Du Bull Terrier, bien sûr, pas du pitbull, du Bull Terrier. Par contre, à la 4e vidéo, je vais demander un pourcentage sur ta chaîne. Tu sais que j'ai vu ça dans Gong, c'est ce qu'il commence à demander là. Alors j'ai eu peur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ah ça va m'arriver aussi bientôt. Là. Eh ben voilà, je suis le premier à demander. Si on fait 1 million de vues, je t'appelle quoi. Je t'envoie un chèque, ok? Pas de souci. Excuse-moi, j'avais une notification embêtante. Voilà. Donc merci beaucoup à vous deux d'être là. Donc ce que je vais faire, Florent, avant que je commence les faits, est-ce que tu avais une petite annonce à faire, c'est ça? Tu voulais préciser quelque chose, c'est ça? Oui, alors j'avais une petite annonce à faire avant qu'on commence. J'ai vu dernièrement beaucoup d'actes anti-chasse qui ont été faits sur le territoire français. Des cabanes de chasse qui ont été brûlées, des voitures qui ont été vandalisées. Il y a eu énormément ces derniers temps d'actes anti-chasse parce que la saison vient de reprendre il y a un peu plus d'un mois. Et on banalise un peu ça parce que le chasseur a le mauvais rôle dans la plupart des cas. Et comme moi, je suis un défenseur pas forcément des chasseurs, mais de tout ce qui est un peu traditionnel, d'un monde un peu traditionnel. Je dis pas que les chasseurs sont tout blancs sur tous les sujets, mais je pense que ce qui se passe ces derniers temps est assez grave et qu'on le souligne pas assez. C'est pas pour faire jouer la carte de la victimisation ou coquesse, mais je pense que comme ceux qui sont contre la chasse en général, les anti-chasses, jouent la carte de la victimisation pour ensuite faire des actes comme il y a eu dernièrement, c'est bien aussi de rappeler que il n'y a pas que les chasseurs qui sont violents et même bien au contraire, souvent ils sont même obligés de se retenir plus que de raison face à des individus qui des fois vont au-delà de ce qu'ils devraient pouvoir faire. Donc voilà, c'était juste un petit message, un petit coup de gueule on va dire, et puis pour soutenir un petit peu nos chasseurs. Voilà. D'accord, ok. Au fond. Bon alors aujourd'hui on est là pour parler de l'affaire Elisa Pilarski. Donc c'est un drame bien évidemment, c'est dramatique ce qui s'est passé. Donc je vais faire un petit rappel des faits aussi très rapidement, ok?
Donc, ce qui s'est passé, c'est que Elisa Pilarski, le 16 novembre 2019, donc ça fait déjà un moment, a été retrouvée morte, tuée par un chien ou des chiens, on ne sait pas, donc dans la forêt de Retz. Et c'est son conjoint Christophe Ellul qui l'a retrouvée. Elle était, au moment où ça s'est passé, elle était en train de sortir son chien, enfin pas son chien, le chien de Christophe Ellul, justement, qui s'appelle Curtis. Donc, on va parler aussi après de ce que c'était comme race de chien, voilà, mais bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans la forêt, alors d'abord, elle est partie sortir le chien. A priori, c'était un moment où il y avait une chasse à courre. Donc, il y avait des chiens qui participaient à une chasse à courre. Elle a passé un premier appel à son conjoint Christophe Ellul qui, euh, qui était au travail. Il n'a pas répondu à ce premier appel et ensuite elle l'a rappelé une deuxième fois. Là, ils ont eu une conversation. Seul lui sait de quoi ils ont parlé. En tout cas, a priori, elle lui aurait dit donc qu'elle avait des problèmes avec des chiens. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc directement, il s'est précipité dans sa voiture pour aller la rejoindre dans la forêt. Bon, c'était à peu près 45 minutes de son travail, donc le temps qu'il arrive, il est allé dans la forêt. A priori, quand il est arrivé sur les lieux, d'après ce qu'il a dit, il a vu des chiens de chasse s'écarter de ce qu'il ne savait pas encore allait être le corps de sa femme, le corps sans vie de sa femme. Je rappelle aussi que sa femme était enceinte de 6 mois, ce qui rend la chose encore plus horrible et dramatique. Et donc voilà. Et a priori aussi, Curtis était donc pas loin. Non, c'est Curtis même qui lui a montré le chemin pour retrouver le corps donc de sa femme. Et donc à ce moment-là, il a été lâché dans la forêt. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc au début, Christophe Ellul a accusé les chiens de chasse. Il a dit ce n'est pas possible, ça ne peut pas être mon chien. Alors le problème, il y a plusieurs problèmes dans cette histoire. Donc des deux côtés d'ailleurs, hein. Le problème, c'est que Curtis est un chien qui est rentré illégalement dans le pays. C'est-à-dire que les pitbulls sont interdits, comme on le sait, catégorie 1. Ce chien est rentré donc avec un passeport, avec des papiers Patterdale Terrier croisé Whippet. Ce que je trouve incroyable d'ailleurs, parce que le Patterdale Terrier n'est pas une race reconnue non plus. Donc, bon, bref. Mais pas interdit. Mais pas interdit, ouais, voilà. Mais donc, Patterdale Terrier croisé Whippet. Donc voilà, donc déjà, premier point d'illégalité, le chien est rentré illégalement sur le territoire. Alors, après, donc, ce qui s'est passé quand même, fait exceptionnel, ils ont testé 67 chiens. Donc, les 5 chiens de Christophe Ellul, parce que Ellul et sa compagne, ils avaient plusieurs chiens ensemble. Christophe Ellul avait des pitbulls et Elisa, pardon, avait un chien. Ils disent Amstaff, mais bon, on dirait un Amstaff croisé pit, enfin, on sait pas trop ce que c'est. Et ils ont testé 62 chiens de chasse, ce qui est incroyable. Test ADN, donc pour 67 chiens au total. Les tests ADN n'ont pas du tout été concluants au niveau des chiens de chasse. Ils ont retrouvé seulement l'ADN de Curtis sur les cheveux et sur les plaies de Elisa. Les cheveux, parce qu'il y a eu un scalp aussi qui s'est fait enlever. Et en revanche, fait troublant, ils ont retrouvé un ADN d'un chien sur l'écharpe. Et ils savent pas quel chien c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour aller du côté plutôt de Christophe Ellul sur les points un peu sombres de l'affaire. Ensuite, ils ont fait des mesures des mâchoires. Les mesures des mâchoires, pareil. Alors, ce qui se passe, c'est que pour les chiens de chasse, ils ont utilisé des rubans, vous savez, les rubans métrés là pour mesurer. Et pour Curtis, ils ont utilisé un moulage de mâchoire. Donc lui, au niveau Christophe Ellul, il dit pourquoi des méthodes différentes, c'est pas logique. D'autres personnes disent bah parce que Curtis, on peut pas lui mettre un ruban métré dans la bouche, quoi, dans la gueule, quoi, parce que c'est pas possible. La seule solution, c'était de lui envoyer un truc à mâcher et voilà, quoi. Bah, en fait, je pense que le problème avec Curtis, il vient surtout du fait que, de ce que j'ai compris, quand il a été récupéré ensuite et qu'il a été placé en SPA, ou je sais plus c'était dans quelle institution qu'il a été placé, il a mordu sa soigneuse. Ouais, ouais, c'est ça, dès le début, ouais. Donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué de mettre un ruban dans la mâchoire d'un chien qui est mort. Ouais, ouais, ça, je suis bien d'accord. Non, non, mais de toute façon, il y a des raisons pour tout, hein. Les gens, ils sont pas fous, mais c'est pas non plus. Vas-y. J'aimerais quand même réagir parce que là, on pointe encore une fois
du doigt en disant oui, il a mordu la personne dans le chenil où il était tenu. Il y a des moyens, il y a des sédatifs, il y a bien entendu des moyens pour pouvoir endormir le chien. Ça se fait régulièrement. Ils peuvent ouvrir la mâchoire, faire ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, c'est une solution de facilité d'aller dire bon, le chien était mordeur, on n'a pas pu faire ci, faire ça. Je trouve ça un peu rapide en termes d'excuses. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point ce que tu dis. C'est vrai, pourquoi Bon, pas. après, c'est un fait, en fait. La nana, elle a été mordue, donc après, c'est factuel, surtout. Non, mais il a raison, c'est vrai qu'ils Oui, auraient oui, pu non, mais, l'endormir non, mais ou qu'elle soit utiliser la même mordue, méthode. voilà, et qu'ils utilisent la même méthode, il y a des moyens, ils sont pas allés pousser au bout, alors qu'ils auraient très bien pu le faire avec Curtis, mordeur qu'il soit, hein, il y a des moyens, hein, Ouais, de, ouais. de, Après, donc, après, non, vas-y, je vas-y, te laisse vas-y. finir. Je te laisse finir, Nobody. Dis-moi. Ouais, et encore une fois, voilà, je pense que sur cette histoire, malheureusement, dans des deux côtés, hein, mais il y a des zones d'ombre et c'est pas très clair. Bah, juste- Ce qui va faire en sorte que aussi beaucoup de gens vont dire tout et n'importe quoi, vont alimenter. On se retrouve vraiment face à un dilemme avec un chien qui est déjà comme on le sait, il part déjà avec un désavantage de délit de faciès. Derrière ça, bien entendu, des facteurs aggravants où il a été mordeur constaté. C'est sûr que ça part pas du côté positif. Est-ce que, attends, Après, ouais, je- Ah, voilà, il faut pas non plus focaliser sur Curtis. Il y a aussi plusieurs possibilités et ne pas oublier les chiens de chasse et ce chien potentiellement qui, dans les faits, l'ADN apparaît sur l'écharpe et on ne sait pas en dire la race. attends, Donc, on va arriver sur le débat par rapport au chacha. Je voudrais juste finir d'énoncer quelques faits, ok? Juste 2 minutes. Donc, alors, ouais, oui, très bien. ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc lui, justement, Christophe Ellul, il dit qu'il y a aussi un problème par rapport. Il y a deux choses que je veux rajouter. Christophe Ellul, il dit qu'il y a un problème parce qu'il manque 5 chiens de chasse à l'équipée de chasse, quoi. Il manque 5 chiens de chasse, Ouais. on ne sait pas où ils sont passés. Il dit que le propriétaire qui dit qu'il y en a un qui était malade, un autre, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est un peu trouble cette affaire. C'est vrai que les 5 chiens de chasse, on ne sait pas trop où ils sont passés. Ça, c'est le premier truc. Donc, lui, il dit où sont ces chiens de chasse. Donc, c'est pas complet. L'enquête est pas complète si on ne sait pas où ces chiens sont. Et ensuite, ce qui ne joue pas en la faveur, ce qui joue en la défaveur de Christophe Ellul, c'est que ils l'ont convoqué à la police ou la gendarmerie, je sais plus. En tout cas, ils l'ont convoqué et ils lui ont demandé de ramener Curtis. A priori, à ce moment-là, il avait pas de laisse. Il avait juste une laisse coulissante. Enfin, tu sais, le truc pas très pratique, quoi. Et il a ramené donc Curtis et a priori donc ils lui ont donné un pour le calmer, il était surexcité, pour le donner, ils lui ont donné un ballon et a priori il aurait défoncé le ballon, voilà. Donc ça c'est le premier truc. Et ensuite lui dans le commissariat ou enfin dans la station de police là-bas, il a trouvé des cages pour pouvoir mettre Curtis. Et donc, il a emmené Curtis pour le mettre dans une cage pour qu'il se calme. Et au moment de le mettre là-bas, a priori, Curtis lui aurait mordu la manche. Et donc voilà. Donc encore, tu vois, il y a toujours des histoires sur Curtis qui a l'air quand même chaud, tu vois. Et donc en fait, Mm. lui, pour dire vraiment pour finir sa version, pour être correct par rapport à tout le monde, lui, il dit que en fait, Curtis était excité par rapport à la laisse, il avait kiffé le mousqueton de la laisse, et qu'en fait, en enlevant la laisse de Curtis pour le faire rentrer dans le box, donc Curtis avait vu le mousqueton voler, il avait voulu choper le mousqueton, il avait chopé le bras à la place, tu vois, genre, et il a pas mordu le bras, il a mordu le manteau. Donc voilà, je vous dis juste la version de Christophe Ellul, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, voilà. Bon, Mm. après, moi, je vous donne une petite impression là, dès le début pour commencer. Ça fait quand même beaucoup de petits trucs qui créent des petites morsures accidentelles autour de Curtis. Il a l'air un peu surexcité, ce chien. Mais ça, vous allez me dire, enfin surtout toi, moi, Nobody, tu vas nous en dire plus là-dessus, quoi. Matt, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Nobody tout à l'heure. Vas-y. Alors, moi, je suis pas du tout. Je suis d'accord avec lui, il y a un délit de faciès. Sur ça, je suis d'accord, c'est une race qui a toujours connu le délit de faciès. Voire même sur laquelle des fois on mettait des morsures qui n'étaient pas dues. Je pense notamment à cet enfant qui est mort à Bobigny,
Mais là, ça remonte à il y a très très longtemps. Je crois que c'était début des années 2000, et où en fait c'était un berger à la base, et les journalistes ont commencé à dire un pitbull, alors qu'en fait c'était un berger allemand qui appartenait à un mec de la sécurité, etc. Bon, après ils l'ont dit, mais ça a commencé avec c'est un pitbull, etc., chien de catégorie, etc. Donc sur ça, je suis d'accord avec Nobody. Par contre, là où je suis pas d'accord sur ce qu'il a dit, où il dit il y a eu un manque de moyens qui a été mis pour prélever Curtis, enfin mesurer sa mâchoire. Il faut savoir quand même que là, il y a eu 67 tests ADN. Un test ADN, c'est au minimum 100 €, sachant que tu dois payer les gens qui ont fait les prélèvements, qu'on est en France avec des charges sociales incroyables. Ce qui veut dire qu'au bas mot, ils ont au moins mis 10 000 € juste pour les tests ADN. Après, on ne parle pas des tests de comportement, on ne parle pas de tout ce qui a été fait à côté, mais juste déjà pour les tests ADN, c'est 10 000 € et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire judiciaire d'aucun pays au monde. J'ai vérifié, aucun pays au monde n'a testé autant de chiens pour une affaire judiciaire comme celle-là. C'est incroyable, c'est du jamais vu, du jamais fait. Et donc, je peux pas dire qu'ils n'ont pas mis les moyens. Je pense qu'ils ont mis les moyens parce que justement, c'était une femme qui était enceinte. Donc, l'horreur est quand même poussée à son paroxysme sur cette affaire. Et donc, je pense qu'ils ont mis les moyens justement pour essayer de calmer un peu tout le monde et essayer de vraiment trouver qui avait fait ça. Et donc, voilà, c'est le seul point sur lequel j'étais pas d'accord. Par contre, je suis d'accord qu'il y a souvent un délit de sale gueule sur les pits, sur les bulles terriers, sur tous les chiens à poil ras de ce type-là, on va dire. Voilà. Ouais, je vais quand même commenter, Florent, sur ce que tu viens de dire, puisque, comme tu l'as précisé, certes, on peut acter que, bien entendu, il y a des moyens qui ont été quand même mis en place pour pouvoir faire les tests ADN. On sait que ça a un coût. Toutefois, comme le dit si bien Matt, il y a 5 chiens dont on n'a aucune idée où ils sont. Donc, c'est-à-dire que quelque part, l'enquête, les moyens ont été mis, mais n'ont pas été mis complètement. Il y a à ce jour 5 chiens dont on ne sait ni où ils sont, si ce sont eux éventuellement qui auraient été aussi responsables des morsures causées. Donc voilà, je trouve que quelque part, c'est un peu facile, encore une fois, de focaliser sur des facteurs, certes, qui sont quand même à prendre en compte et indéniablement à regarder avec attention concernant Curtis, qui peut très bien avoir un comportement de ce qu'on appelle un nipper. C'est-à-dire à tendance mordante, d'autant plus que bon, si derrière ça a été adoubé d'une session aussi bien en obédience, en shoshun ou en ring, c'est sûr que là on vient aggraver peut-être le comportement et la situation. Ceci dit, voilà, il faut avoir tous les éléments en main pour pouvoir poser clairement les choses sur la table et de dire voilà, le vrai responsable, c'est ce chien-là. Ou potentiellement il y a un autre chien ou plusieurs autres chiens dont on n'a pas pu relever et faire les tests, et donc l'enquête elle continue dans ce cas et qu'on ne peut pas trouver d'ores et déjà un coupable, parce qu'on en trouve vite des coupables, surtout quand ils ont une tête d'American Pitbull Terrier. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, moi, sur cette chaîne, les gens, bon, ça va faire la troisième vidéo là, ils savent qu'au niveau des pits, moi, je vais pas dire un amoureux des pits, mais j'ai un gros respect pour cette race, pour les gens qui ont sélectionné cette race. Je pense que c'est le chien le plus fonctionnel qui existe pour sa fonction au monde. C'est vraiment c'est une race incroyable. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il manque 5 chiens. Par contre, ça poserait problème, oui, si sur les morsures, il y avait des ADN différents. Or, sur toutes les morsures, c'est uniquement l'ADN de Curtis. Il n'y a pas d'ADN mélangé, etc. S'il y avait des ADN mélangés et qu'il manquait des chiens dans la meute, je te dirais, ah oui, c'est suspect, le gars, il a dû se débarrasser des chiens parce qu'il a vu quelque chose, etc. Or là, sur les plaies, on retrouve uniquement l'ADN de Curtis. Donc, il n'y a pas d'ADN mélangé, il n'y a pas de... Donc oui, il en manque, c'est vrai, c'est bizarre pourquoi il en manque.
c'est peut-être le chien qui a mordu l'écharpe, l'ADN qu'on n'a pas retrouvé sur l'écharpe, ça c'est possible. Mais le problème, c'est que sur les plaies de la victime, c'est uniquement enfin moi je parle factuellement, après moi j'ai rien contre Curtis, j'ai rien contre son maître, j'ai rien contre quiconque. Moi je parle juste des faits. Sur les faits, il y a des morsures et c'est que Curtis. Après Florent, qu'est-ce que tu dis par rapport c'est des poids de vin, c'est ça les chiens de chasse utilisés? Oui, c'est des poids de vin. Alors, poids de vin, il y a 10 fois plus de poids de vin en France que de pit, on va dire, parce que en général, c'est des sacrées meutes. Et moi, j'ai regardé, sur les 10 dernières années, tu as 0% de morsures recensées en gendarmerie, commissariat, tout ce que tu veux. Par contre, pour du pit, qui est minoritaire comme race, de par son interdiction, de par beaucoup de choses, ou assimiler pit, hein, c'est pas forcément des vrais pit. On va prendre des staffs sans papier, on va prendre les staffis sans papier, on va prendre les croisés pit, on va prendre tout ça. J'ai regardé sur les 10 dernières années, on était entre 4 et 7% de morsures totales, sur toutes les morsures qu'il y a en France. Donc d'un côté, tu as les poids de vin, qui sont la race qui a été utilisée pour cette chasse à courre dans la forêt domaniale, qui sont à 0% de morsures sur l'homme sur les 10 dernières années. Et de l'autre côté, tu as un pit qui a tendance mordeur, et où en France, répertorié sur les 10 dernières années, tu as entre 4 et 7% de morsures par an. Voilà. Sur les 10 dernières années. Donc, ouais. Les poids de vin, ça me paraît un peu compliqué. Tu m'aurais dit, ça aurait été une chasse où il y avait des yaks, il y avait des chiens un peu mordeurs comme ça, moi, j'ai été mordu plusieurs fois par des yaks, par des trucs comme ça. Donc, voilà. Mais là, c'est des courants, c'est des poids de vin. Enfin, au niveau agression sur l'homme. Florent, je reviens justement. Les 5 chiens qui manquent, quel type de chien? Est-ce qu'on peut confirmer que c'est des poids de vin? C'est une chasse à courre, donc. Ouais, c'est quasi sûr que c'est des poids de vin. Voilà, non mais moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Aujourd'hui, c'est facile. Je les vois pas aller chasser avec des Kangals, quoi. C'est fort. Non, mais en imaginant on va partir du postulat qu'il a raison et que sur les 5 chiens, c'était des chiens un peu mordeurs, des chiens de prise un petit peu. On va partir du principe que Nobody a raison et que les 5 chiens qui ont disparu, c'est des chiens type mordeurs. Comment? Non, mais 5 dogos. Oui, par exemple, 5 dogos si tu veux. On va partir sur 5 dogs argentins qui étaient dans la meute de poids de vin. Ou autre, peu importe, on n'est pas raciste. Le problème, c'est que sur les morsures, il n'y a aucun autre ADN que celui de Curtis. C'est ça le problème. Oui, mais encore une fois, et je remets pas en question le fait que l'ADN, mais c'est quand même bizarre parce que déjà d'une, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, c'est la question. Est-ce que éventuellement parce que les 5 chiens qui ne sont pas là, est-ce qu'ils ont été mordus dans la situation dans laquelle la jeune femme malheureusement s'est retrouvée avec Curtis, parce que à un moment donné, ça reste quand même un American Pit Bull Terrier. Un American Pit Bull Terrier, on sait très bien qu'avec les autres chiens, généralement, ça passe très peu. Il y a des exceptions à la règle, hein. Elles arrivent, hein, elles existent, hein. Même des chiens qui d'ailleurs ont été réputés pour faire des choses qui sont considérées illégales et qui, en fin de compte, en dehors de la boîte, toléraient les autres chiens, donc même des chats. Donc ça, c'est avéré. Ceci dit, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé à l'instant T. On sait que Curtis a des tendances, bien entendu, à vouloir mordre, aussi bien d'ailleurs quelqu'un qui est au chenil que éventuellement son propre propriétaire, donc ce qui pose sérieusement un problème de fond. Ceci dit, les 5 chiens ont disparu. Et comme par hasard, on n'entend pas à ce jour, j'ai pas la véracité des faits, mais c'est que des chiens de meute des poids de vin, quand on a un chien qui agresse et éventuellement, et je pense que ce qui a dû faire Curtis, c'est que est-ce que le chien a eu des morsures de poids de vin? Parce que la question, c'est à un moment donné, c'est que lui, il a dû forcément en mordre 1 ou 2, si c'est pas plus.
D'où la question, c'est de savoir si c'est pas les 5 chiens, bien entendu, qui ont disparu. Moi, ça me pose problème. Si il est responsable, il faut pas chercher midi à 14 heures. C'est lui le responsable. On sait aussi que, bien entendu, par rapport aux éléments donnés verbaux du propriétaire, ça n'a pas arrangé la situation. Mais il faut quand même aussi ne pas oublier que quelque part, il y a des zones d'ombre qui méritent d'être étudiées pour avoir la véracité totale des faits, de dire ok, on a vraiment le coupable. Et à ce moment-là, on pourra clôturer l'affaire. À ce jour, on est quand même encore avec des zones d'ombre dont on n'a pas les réponses. Et je remets pas en question les tests ADN. Je peux remettre en question, par contre, la véracité des faits. Après, donc, moi, je vais vous dire ce que c'est la version officielle. Je sais que pendant le procès, donc le procès va avoir lieu le 3 et 4 mars 2026, donc procès en correctionnel pour homicide involontaire. Et donc, en fait, la version officielle, qu'est-ce que ça va être? Donc, a priori, quand il est allé justement, la soigneuse qui l'a mordu. Donc après, ils lui ont fait des tests psychologiques, ils ont essayé de voir un peu le comportement du chien. Et a priori, c'est un chien qui supporte mal la frustration. Donc la frustration, le non, donc quand il est en laisse, de pas pouvoir faire ce qu'il veut. Donc en résumé, moi je pense que la version officielle, c'est ce qui s'est passé selon le procureur, quoi. Selon le procureur, ce qui s'est passé, c'est que Curtis a probablement vu des chiens de chasse, il a voulu aller vers eux, il s'est chauffé, ça l'a excité, sa maîtresse le tenait en laisse. On sait qu'elle le tenait en laisse démuselé parce que juste avant, elle avait pris des photos avec son téléphone. Ils ont retrouvé les photos dans le téléphone du chien démuselé. Et donc, peut-être que face à la frustration, voilà, parce qu'il est monté en pression, bah, il s'est peut-être retourné contre elle. Et on sait très bien que, voilà, un pitbull super chaud qui te mord, il aurait mordu à des endroits stratégiques, bah, des artères, quoi, tout simplement. Et voilà, ça, c'est la version. Moi, je serais intéressé de savoir, Nobody, est-ce que tu as déjà, je sais pas, assisté à des attaques de pitbull? Est-ce que tu penses qu'une attaque comme ça est possible, quoi? Non, allez, je vais être honnête, oui, effectivement, elle est tout à fait possible. Il y a des chiens qui, par frustration, mordent. Il y a ce qu'on appelle des coups de sang. Il y a des mordeurs hein, qui sont réputés hein, pour ça. Généralement, ça fait pas bon ménage. Hein. Les propriétaires s'en séparent. Je pourrais faire une référence d'ailleurs à Adams Grand Champion Zibo, qui a mordu tous ses propriétaires. Il en a eu 5, il les a tous mordus. Donc, il y a des chiens comme ça. Après, la seule différence, c'est que Zibo avait la particularité d'être un chien normal, hormis ça. Il n'avait pas été non plus préparé ou entraîné avec les manchettes, avec le shoshun ou le ring. Donc il n'y avait pas eu de mordant avec ce type de chien. Il était naturellement comme ça et voilà, il avait ses moments, comme on dit, good and bad, bad day, good day. Donc c'est possible, oui, effectivement, et c'est justement là le problème, c'est que la personne, le propriétaire, n'a pas peut-être évalué totalement son chien. C'est une probabilité qui est extrêmement forte, de façon à prendre des précautions. Précautions, c'est-à-dire que bien entendu, il y a que lui qui puisse le sortir, ou alors à ce moment-là, il faut qu'il soit muselé. D'après ce qui a été dit de ta part, c'est qu'elle avait enlevé la muselière pour prendre des photos. Voilà. On se retrouve avec des facteurs derrière qui, normalement, avec des gens peut-être qui ont pensé qu'ils avaient le total contrôle. Dans ces cas-là, c'est très difficile parce que le hasard fait que tu peux rencontrer une situation comme ça s'est fait, malheureusement, pour cette jeune femme, où il y a la frustration parce qu'il y a des chiens alors des chiens de meute ou même d'autres chiens qui auraient pu, pas besoin d'en avoir 15 000 hein, pour déclencher cette frustration qui il semblerait avoir génétiquement en lui. Et automatiquement, c'est très péjoratif pour l'image du chien. Et puis, bien entendu, aussi pour l'image qui est faite des propriétaires d'American Pitbull Terrier, en général. Parce qu'on va penser, bien entendu, que ce sont des gens qui ont besoin de reconnaissance, de montrer quelque chose avec de l'agressivité au travers de leur chien et des choses comme ça.
Je l'ai connu il y a très longtemps. J'ai quitté la France, hein, et j'ai eu, j'irai de grands moments de plaisir avec ce type de chien aux États-Unis, mais pas que, en Afrique du Sud et en République dominicaine. Donc je pense qu'il y a le délit de faciès, mais qu'il y a des facteurs aggravants dans le sens où, bien entendu, tout est possible avec un American Pitbull Terrier. Quand vous lui donnez la possibilité d'apprendre certaines choses et que de surcroît, il a déjà une tendance, ça pose gravement un problème. Un problème déjà d'une parce que la personne ne réalise pas qu'il a une arme entre les mains. Et puis derrière, c'est que, bien entendu, aujourd'hui, ce monsieur doit vivre avec le décès non seulement de sa compagne, mais de son enfant. Et il va devoir vivre avec ça jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je trouve que c'est une histoire qui fait se poser beaucoup de questions à beaucoup de maîtres. Même si peut-être qu'il a fait quelques erreurs qu'il aurait pu éviter, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose je pense qu'il était à des millions de kilomètres de s'imaginer que ça pouvait arriver, quoi. Faut l'admettre, quoi. Après, moi, Matt, je parle sous ton contrôle, mais de mes souvenirs, après il a fait un appel, si je me souviens bien. Ah oui, pardon, j'ai oublié le texto, bien sûr. Il a fait un appel, il a pas, enfin, elle l'a appelé, il n'a pas répondu. Elle l'a rappelé, cette fois il a répondu, c'est ça? Mm-hmm. Ils ont raccroché. Quelques minutes après, il a envoyé un SMS à sa femme en disant « Cette fois, je le fais piquer ». Il a pas mis cette fois. Il a mis « Je le fais piquer », c'est tout. Je le fais piquer. C'est bon, je le fais piquer ou un truc comme ça. Ouais. Donc non, vraiment dans la version, il n'y a pas de c'est bon, il y a pas parce que ça change beaucoup de choses. Il a vraiment mis je le fais piquer. Voilà. Je le fais piquer. Oui, c'est bon, confirmerait éventuellement un problème flagrant, antérieur. Avéré. Oui. Et donc il y a ça qui montre que le chien a sûrement un problème et donc qui, pour moi, met en cause le propriétaire de Curtis parce que quand tu sais que ton chien a un problème, tu es responsable des problèmes de ton chien, donc tu dois savoir quand le faire piquer, etc. Même si c'est pas forcément évident, comme on en avait déjà parlé la dernière fois. Par contre, pour rebondir, on avait eu Anthony la dernière fois. Il va arriver là, d'ailleurs. Qui nous avait dit qu'il connaissait le propriétaire de Curtis, qu'il l'avait vu en exposition, en et qu'une fois le chien s'était en allé de la voiture et s'était retrouvé face aux autres chiens et qu'il n'avait pas montré de signe d'agressivité apparemment sur les autres chiens. Apparemment, quelqu'un qui était agressif envers les autres chiens et le fait qu'il vivait avec d'autres chiens dans la maison peut prouver que par rapport aux chiens de chasse, etc., ou à des chiens qu'il voit en compétition, etc., il était peut-être pas forcément agressif. Après, moi, je sais pas, je le connais pas, je reprends juste les propos d'Anthony, qui l'avait vu et puis qui connaît aussi le producteur. Non, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt de revenir sur la question, puisqu'on l'a dit avant, on a parlé de plusieurs choses, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre avis sur le fait que, est-ce que le chien est le chien d'un seul maître? Parce que je pense que toi, par rapport au dogo, tu peux dire 2-3 trucs. Et puis aussi, après, j'aimerais bien entendre Nobody là-dessus aussi, sur le fait que, parce que lui, il s'est occupé des chiens, de chiens d'autres personnes. Donc, est-ce que le chien est le chien d'un seul maître ou pas, quoi? Non, alors moi, je vais intervenir. Je vais intervenir sur ça. Non, l'American Pitbull Terrier est très malléable. À part certains, bien entendu, comme je vous l'expliquais, il y a certains chiens qui sont ce qu'on appelle des nippers, ils ont une tendance à vouloir mordre. Ça avait été le cas pour un chien que j'ai eu, qui était le frère d'un chien reconnu aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il avait cette tendance à vouloir mordre. Et donc le propriétaire m'avait dit, voilà, il n'est pas bien dans sa tête, je sais pas, il est pas très stable. Est-ce que tu peux essayer de recadrer tout ça? Donc et effectivement, c'était pas. On voyait que dans le regard, dans la gestuelle, il n'était pas tranquille. Donc bon, on a essayé de cadrer, et malheureusement ça n'a pas marché. Donc voilà. Mais faut-il encore avoir la connaissance des choses pour pouvoir prendre la bonne décision? Je pense que à un moment donné, il faut pas penser qu'à soi. Quand on est tout seul et qu'on a des chiens à tendance mordeuse, j'en ai eu certains, je gère la situation. Je ne fais pas prendre le risque à d'autres personnes. Donc en aucun cas à une future compagne ou à une épouse ou ainsi de suite. Donc je pense que là il faut quand même faire la part des choses. Après, il y a par exemple dernièrement où je suis allé en Italie
C'était un show à DBA et show de confirmation. Les chiens sont très excités. J'ai voulu montrer à une certaine personne comment faire des massages. Le chien, j'ai demandé au propriétaire si je pouvais éventuellement montrer quelque chose, faire les massages, et ainsi de suite. Et en fin de compte, on a bien vu que le chien, tout de suite, il a commencé à crisper et il a voulu me nipper. Donc voilà, donc c'est des choses que moi j'ai pas eu directement avec mes propres chiens, mais parce qu'il y a un cadre. Alors bon, on est dans le cadre d'un show de confirmation, donc les chiens sont montés un petit peu, bien entendu, ils sont exacerbés, ça braille, ça aboie, donc ils montent un peu en température, mais normalement, il n'y a pas la manipulation, que ça soit dans beaucoup d'activités physiques. Le massage fait partie des process. Donc, un chien qui est préparé doit être amené à comprendre qu'il n'y a pas de risque. Peut-être que justement dans ce cas-là, il faut se poser la question aussi, à savoir que certains chiens ne sont pas correctement analysés. Ou parce que l'ambiance fait que on en revient tout de suite aussi au problème avec Curtis, exacerbé par la présence d'autres chiens, une frustration, le fait d'être en laisse et ainsi de suite peut éventuellement amener à ce qui s'est passé. Et c'est malheureusement dramatique, mais ça arrive et ça peut arriver avec d'autres races aussi. Hein. L'analyse, elle n'est pas propre que à l'American Pitbull Terrier. Hein. Elle peut se faire avec d'autres chiens qui sont beaucoup plus dangereux parce que génétiquement ce sont des chiens de garde et ainsi de suite. Et donc là aussi, la question se pose est-ce que tous les propriétaires sont assez consciencieux et ont une analyse correcte de leurs chiens pour prendre les bonnes mesures et les bonnes décisions au bon moment. Ok. Toi, Florent, je crois que tu as un truc à dire par Non, rapport après, au-delà de ça, moi, je voudrais d'abord rebondir sur ce que dit Nobody. Moi, en fait, je différencie deux catégories de pits. Voilà, on va parler des vrais pits. Je catégorie, et pour moi, il y a deux types de pits. Il y a les pit game. Bien sûr, dans les pit game, je parle sous le contrôle de Nobody. Hein. Dans les pit game, bien sûr, il y a des lignées des fois qui sont mordeuses. Mais on va dire que dans la plupart du temps, les lignées de pit game sont des lignées plutôt facilement malléables parce que, en général, ce sont des chiens qui sont habitués à être manipulés par un éleveur, un entraîneur, etc., etc. Donc, c'est des chiens qui, à la base, il faut qu'ils soient malléables, il faut qu'ils soient manipulables pour pouvoir être entraînés et pour pouvoir combattre. Voilà. Donc, à partir du moment où ils sont manipulables, ils reproduisent ce trait-là après sur leur show. Et ensuite, tu as les pits que moi j'appelle les pits de street ou qu'ils appellent les pits de marécage aux États-Unis, qui n'ont pas ces caractéristiques-là, qui sont plus proches du molosse dans le caractère, dans le sens où ils vont être gardiens, ils peuvent être très agressifs envers l'homme, etc. Et si tu veux, moi, les pit game que j'ai pu avoir ou que j'ai pu approcher, c'est des chiens que tu peux facilement voler dans un chenil. Tu peux facilement aller les chercher dans un chenil. Par contre, j'ai eu des pits de street, des red nose de cité, des machins, des trucs qui n'ont pas de pédigré, qui n'ont rien du tout, ou qui sont des trucs de sport, par exemple, avec des pédigrés à DBA, hein, qui sont des trucs de sport, etc. Tu peux pas rentrer dans le chenil si tu n'es pas le maître ou si tu ne te connais pas depuis un petit moment. Donc pour moi, il y a vraiment des lignées différentes de pits, des sélections différentes. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. On ne va pas faire des généralités, on n'est pas là pour ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Il y a quand même beaucoup de gens, peut-être, qui se rendent pas compte que ce que c'est la dernière fois, tu me disais, ouais, un pit game, c'est quand même pas pareil, quoi. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas pareil que ceux que tu vas acheter qui font du sport ou qui, ouais, voilà. tu vas acheter que tu vas acheter sur le Bon Coin ou des trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment différent. Après, c'est mon expérience personnelle parce que j'ai gardé les deux et j'ai toujours eu un petit, comment dire, quand je rentrais dans le chenil d'un DBA de sport ou un sans-papier comme ça, il y avait toujours une petite réticence et j'ai même failli plusieurs fois être mordu par ces chiens-là. Alors que sur les pit game, j'avais souvent des chiens qui étaient très soumis à l'homme, pas soumis dans le sens où ils avaient peur des coups, etc., mais dans le sens où c'était des chiens qui étaient vraiment des amours avec les hommes.
et qui, au-delà de ça, pouvaient se déclencher très facilement sur d'autres chiens. Mais ils étaient facilement manipulables. Après, pour rebondir par rapport à ce que tu voulais me dire, je pense que tu voulais parler de l'histoire du dog argentin. Ouais. Moi, je pense que oui, je mets de côté les pit game. Pourquoi je les mets de côté? Parce que c'est des chiens de travail. Et donc, c'est pareil pour mes bulles. C'est des chiens, moi, je peux les avoir pendant 5 ans. Je peux les revendre à quelqu'un d'autre. Le chien, il va être exactement pareil avec quelqu'un d'autre, etc. Parce que ce sont des chiens de travail. C'est pas le chien que tu as à la maison, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce sont vraiment des chiens uniquement pour le travail. C'est pas des chiens qui vivent dans la maison, qui partagent ton quotidien, voilà. Donc, mais les chiens comme Curtis ou comme Madogo, par exemple, sur laquelle tu veux faire référence, c'était un chien de maison, un chien de famille. Et je pense que les chiens comme ça n'ont qu'un seul maître. Effectivement, par exemple, comme tu sais, j'étais avec ma compagne depuis très longtemps et on a passé 20 ans ensemble. Les 5 premières années où on était ensemble, j'ai eu mon premier chien. J'ai eu ma première chienne et ma première chienne donc a toujours connu ma femme dans la maison. C'est pas j'ai eu ma chienne et ensuite ma femme est arrivée. J'avais ma femme, ma chienne et ma femme s'en occupait comme moi, sauf que c'était moi le maître. Donc il y avait un truc en plus, si tu veux, qu'elle n'avait pas avec ma femme. Et quand je partais en soirée avec les amis, parce qu'à l'époque j'étais jeune et tout ça, on partait en soirée, etc., je laissais donc ma chienne avec ma femme. Et ma femme m'appelait en me disant oui, elle me monte les dents, elle me brûle dessus, elle me. Enfin, et puis moi, je me disais, bon, elle en rajoute des tonnes. Enfin, j'étais un peu dans le déni, tu vois, de ce truc-là. Et puis on a déménagé à la campagne, j'ai commencé mon élevage, etc. Et puis un jour, j'étais malade comme un chien, j'étais malade à en crever, j'étais dans ma chambre. Et la chienne a dû oublier que j'étais là, en fait, si tu veux. Et puis bon, même si t'es malade, t'as besoin de temps en temps d'aller aux toilettes quand même. Donc j'ouvre la porte. Et je vois ma chienne en train de grogner sur ma femme, tête à tête, c'est-à-dire que ma femme était baissée pour mettre du bois dans le feu, etc. Et elle lui grognait dessus comme ça, elle lui grognait dessus à 10 cm de tête. C'est chaud, c'est chaud. Et dès qu'elle a vu que j'étais là, elle est partie dans sa varie où il y avait sa place et tout ça. Elle est partie, elle a filé direct dans la varie comme si elle n'avait rien fait. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai pris donc j'ai vu en vrai. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris le postulat de dire à ma femme, excuse-moi, moi, je pensais pas que c'était à ce point-là qu'elle était casse-pied. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis la chienne de chenil définitivement. Et puis, je la prenais avec moi quand j'allais faire mes balades, mes trucs, etc. Mais je la voulais plus dans la maison pour éviter tout problème avec ma femme. Ah, mais c'est et fou, autre cas, j'avais ma deuxième chienne, et c'est pour ça où je veux en revenir sur le problème du maître de Curtis, c'est que j'avais ma deuxième chienne qui s'appelait Ferka à l'époque, qui était d'une gentillesse extrême avec nous. Mais quand je dis extrême, j'ai des photos avec mon fils et tout ça, vraiment la chienne incroyable, mais qui était extrêmement gardienne et qui pouvait sincèrement mordre n'importe qui. Et en fait, plus elle a vieilli, et même mes amis qu'elle avait l'habitude de voir, elle commençait à plus les supporter à l'intérieur de la maison et de l'enceinte familiale. Et donc cette chienne-là, avec qui j'avais moins d'atomes crochus que ma première chienne, parce que l'autre c'était ma première chienne, donc forcément voilà, on a un côté affect. L'autre était une chienne que j'avais pris pour l'élevage, donc on a quand même le côté affect, etc. Mais j'ai dû prendre la dure décision avec le vétérinaire. Bien sûr, on a fait tout un test avec les vétérinaires, etc. Parce que les vétérinaires ne piquent pas les chiens comme ça. Hein. Tu amènes pas un chien au vétérinaire en disant je veux faire piquer mon chien, il le fera jamais. Il faut qu'il fasse d'abord un test de comportement, etc., etc.
sachant que le vétérinaire connaissait cette chienne-là, parce qu'à chaque fois que je lui emmenais, je devais mettre une muselière, parce que sinon elle essayait de les choper, etc. Elle était vraiment très insociable avec le reste des humains, mais pas avec ma famille, tu vois. Ben, j'ai quand même pris la décision de la piquer, parce que je me suis dit, un jour ou l'autre, elle va mordre quelqu'un, ou un jour ou l'autre, ça va vriller dans sa tête et elle va mordre mon fils, ma femme, mon deuxième fils, enfin, il va y avoir un drame. Et donc, à partir du moment où tu sais que ton chien est un peu, voilà, c'est dur, mais il faut prendre des précautions. Et la vie d'un homme, comme un homme avec un grand H, hein, donc, homme et femme, malheureusement, des fois, il faut prendre ce genre de décision pour sauver quelqu'un. Et je pense que s'il avait pris cette décision avant, en sachant que le chien était comme ça, peut-être, je dis pas forcément que c'est ça, mais peut-être que ça aurait pu sauver une vie humaine. Si on estime qu'il y a eu des antécédents, ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, Attends, deux secondes, Nobody. Je voudrais juste te présenter, parce qu'il y a Anthony qui vient d'arriver. OK? Alors, je vais juste le présenter 2 minutes. Okay. Donc, Anthony James, merci de nous rejoindre. Donc, je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, toi, tu es tu as fait énormément de concours d'ADBA, entre autres. Hein. Je sais pas que d'ADBA. Tu as eu 3 chiens. Donc, tu as eu Naomi, Ishtar et Tito. Donc, qui ont gagné. Alors, c'est incroyable. Leur CV, c'est juste hallucinant, quoi, de voir le nombre de prix qu'ils ont gagnés. Donc, beauté, sport, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, donc, tu vas pouvoir apporter plusieurs éléments super intéressants à notre débat parce que, comme il l'a dit, Florent précédemment, tu as rencontré Christophe Ah ouais, j'ai vu Edul Curtis, quoi. et tu as rencontré Oui, Christophe Curtis. Edul aussi. Et aussi, tu vas pouvoir nous apporter des éléments par rapport au Spring Pole, parce que ça, on n'en a pas encore parlé. Voilà. Alors, juste avant, donc, je te présente. Donc, tu connais Florent déjà, et puis on s'est déjà vu. Hein. On a Mister Nobody. Donc voilà, Nobody qui est là, qui va aussi participer au débat aujourd'hui. OK? Alors, Nobody, okay. tu voulais dire quelque chose rapidement à vous? Non, pas de souci, on peut continuer. Ok, alors Anthony, toi, déjà on va commencer par ça, je pense que tout le monde veut savoir ça. Donc toi, tu as déjà rencontré Curtis, donc comment ça s'est passé, ta rencontre avec Curtis? Bah moi déjà, je connaissais Christophe Edul qui tournait sur des événements en France avec des Stafford, des Staffies. Et il s'est mis à tourner en Allemagne avec ses Staffies et il s'est mis à tourner en Hollande. Ensuite, il s'est séparé et j'ai vu la première fois que j'ai vu avec Curtis, c'était à Bordeaux, dans un événement de DCF avec Elisa Pilarski. Je l'ai revu à l'ADBA Belgium, je l'ai revu à pas mal d'endroits. Et pour moi, ces chiens, que ça soit Drago ou Curtis, ne posaient pas de problème. Je t'ai déjà raconté que j'ai vu Curtis s'échapper du véhicule par la fenêtre. Et devant mes chiennes, il a carrément reculé. Il n'a pas sauté du tout sur les chiens. C'est pour ça que cette histoire m'a toujours semblé vraiment très très curieuse, quoi. C'est pas un tueur, quoi. On en avait parlé. C'est que Elisa Pilarski, moi je l'ai vue à la laisse avec Curtis en compétition, en présentation même du chien. Non, il paraît qu'elle était amoureuse du chien, de toute façon. Oui, je me souviens d'un événement, elle le présentait en beauté. Oui, il y a des photos de ça. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'elle présentait le chien lui obéissait, il était sur un ring avec 15 autres chiens. Ouais, mais ça, on en revient un peu à ce que disait Florent juste avant, avec son dogo. Je pense que sa femme, elle pouvait sortir le dogo. Ça voulait pas dire que des fois, ça pouvait pas rentrer en clash, quoi. C'est ça le truc. Ah non, même la dogo la protégeait. C'est-à-dire que dehors, quand il y avait un mec qui venait l'aborder, tout ça dans la rue, elle grognait sur le gars, elle protégeait ma femme. Hein. Mais ça, c'est parce que tu l'avais dressé comme ça, Florent, non? C'est pas ça? Non, même pas, c'était naturel. Sincèrement, c'était naturel. Et tu sais, c'est ton premier chien, donc je vais te dire, ton premier chien, tu fais toutes les erreurs possibles et imaginables. Non, c'est clair. Et tu l'aimes, il peut être moche, il fait ce que tu veux, toi tu le vois beau et tu fais toutes les erreurs que tu peux dessus. Après,
Tu sais, il y a des chiens, enfin là, je parle sous le contrôle de nos body, toujours. Un chien qui agresse pas les autres chiens, c'est pas pour ça qu'il peut pas agresser un homme. C'est juste il a pas de velléité sur ses congénères, mais ça peut être un chien quand même qui est Ouais, c'est mordant. intéressant ça. C'est intéressant parce que dans l'imaginaire commun, un monstre, c'est un monstre. Alors qu'en Bah, fait, c'est pas comme ça que ça non, fonctionne. Il peut Non, c'est cibler pas. son agressivité, quoi. Je voudrais parler d'un truc. C'est en fait justement en parlant des choses qui ont été dites et des conneries qui ont été dites, notamment. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos donc qui ont été faites sur cette affaire et tout le monde parle du fait que Christophe Ellul faisait du mordant avec Curtis. Alors, ce qu'ils appellent du mordant, d'ailleurs, ils ont interviewé des mecs qui font vraiment du mordant avec du costume, au costume, tu vois, qui disent non, c'est pas du mordant. Mais eux, ils sont contre ça. Donc, ce que faisait Christophe Ellul, c'était du spring pole. Le spring pole, bah, c'est tout simple. Le chien se pend à un boudin ou à un coussin ou à un truc et il faut qu'il reste le plus longtemps accroché. Et alors, les Ouais. mecs qui font du mordant, mais justement, attends 2 minutes, Alors, Anthony, je vais te demander ton avis là-dessus. C'est le truc que les mecs qui font du mordant reprochent à cette activité, c'est que bah, le but, normalement, quand tu fais du mordant, la grande difficulté et le challenge et le défi de tous les jours, c'est d'arriver à ce que son chien arrête de mordre. Justement, c'est ça le truc. Là, on est en train de l'encourager à continuer à mordre d'une manière indéfinie. Est-ce que au final, alors c'est pas du mordant. Alors les alors, mecs qui font du kick j'aimerais. diront c'est pas du mordant, mais les autres diront ouais mais c'est plus dangereux que du mordant au final. Non, j'aimerais intervenir quand même parce que là, tu précises une chose où tu dis qu'on apprend avec le spring pool à ce que le chien, en fin de compte, continue à mordre et reste à mordre. Alors c'est pas vrai parce que en fin de compte, dans le spring pool, une fois que le chien a pris la prise, il ne mord plus. C'est-à-dire qu'il va avoir un effet de pression, bien entendu, pressure from the mouth, from the jaw, mais il va faire les mouvements circulaires et normalement d'ailleurs le chien il doit pas être en suspension totale. C'est pas le but. Ok, le spring pull normalement c'est pour développer tout le corps, c'est à partir du cou jusqu'en bas des pattes, donc il doit toucher un Il doit minimum les avoir deux les pattes. pattes au En sol bas quoi. doit toucher le sol. Ouais. En aucun cas il doit s'amuser à faire ce qu'on appelle l'hélicoptère. Ça peut arriver, ça dépend à quelle hauteur et ce que tu recherches. Mais comme aujourd'hui on a des personnes ignorantes et qui ne savent pas exactement utiliser les exercices à bon escient, on se retrouve avec ce genre d'individus et de chiens qui, bien entendu, s'amusent à faire l'hélicoptère et on les incite et ainsi de suite dans une démarche qui n'est pas du tout contrôlée. Toi Anthony, je crois que tu fais pas de spring pole, c'est ça? Non, non, le spring pole, faut pas confondre le hang time, qui ne se fait plus depuis 20 ans, qui consiste à ce que le chien saute sur un boudin et reste avec le boudin fixe, les pattes qui ne touchent pas au sol et qui doit rester le plus longtemps possible. Ça, c'est très mauvais pour les vertèbres cervicales des chiens. Ça se fait plus depuis près de 20 ans. Et le spring pole où les pattes sont au sol et le boudin est relié à un ressort qui bouge, qui bouge, qui bouge. C'est plutôt un type d'entraînement qu'on utilise pour le tug of war, ça. Mais moi, j'en ai jamais eu besoin. Attends, mais Pour le tug of Anthony, war. les trois quarts des vidéos qu'on voit, les chiens ils sont dans les airs, hein. Ah bah non, c'est pas du spring pole, ça c'est du hang time. Bah, Le enfin, spring je sais pole, pas, c'est pas non, ça. Florent, t'es pas d'accord, c'est ça qu'on voit. Souvent, oui. Le chien, il est dans les airs et il touche pas le sol, hein. Toutes les vidéos qu'on voit sur Internet. Oui, mais ça, c'est Ah oui, mais ça, bah, c'est pas le spring pool. Alors, à l'origine, ok, c'est du c'est hang pas time. l'exercice de base, le spring pole, c'est ça? Le spring pole, il est censé toucher. Bah, alors, Voilà. c'est un mélange entre le hang time et le spring pole parce que c'est toujours un ressort, sauf qu'ils le mettent super haut et on voit le chien se balancer, on voit le Oui, chien, parce que le but, c'est de montrer la capacité de grimpe du chien. Mais il y a des Malinois qui le font, ça. Hein. Non, non, je sais, ouais, ouais, c'est pas d'accord. spécifique au pit. Ouais, ouais, c'est clair. Et voilà, c'est des chiens de sport, que ce soit des Staffordshire, des Bull Terrier de travail, ils sont capables de faire exactement le même type d'exercice. Hein. Après, je suis pas là pour dire il y en a un qui va monter plus haut. Moi, j'ai pas ces critères-là. Je choisis pas un chien en fonction de ces critères-là. Donc, ça me regarde pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de races qui sont capables de le faire. Même des petits terriers, même un patterdelle, il peut Ouais, le t'amener Patterdale, il peut le faire, ouais. faire
Voilà. Non mais et je pense que dans l'image que les gens ont, c'est uniquement réservé à certains types de chiens. Mais non, tout chien peut t'amener à être Non, entraîné. là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi, Nobody. Tous les chiens n'ont pas le même drive. Ils vont pas tous. Quand tu vois, il y a cette fameuse vidéo là, je vais la mettre là. On voit vous l'avez peut-être déjà vu, ce pit là qui échappe à son maître. Il est dans un kennel, il échappe dans une cage, il échappe à son maître, il arrive à sortir par la porte, à s'extirper. Premier truc qu'il fait, il court comme un malade pour aller ressauter en l'air, choper, je sais pas quel pneu qu'ils ont mis en l'air pour lui quoi. Il y a quand même, Oui, alors c'est quand même bah, Malinois, Pitbull. Il y a certains chiens qui sont obsédés par leur balle ou par un boudin ou par un truc, tu vois. oui, non mais il y a bien sûr, non mais ce que je veux dire, tu peux entraîner un chien. Il y a des chiens qui font pas avec cette culture de du don't give up. Mais tu peux très bien avec, bien entendu, à l'échelle, une échelle différente. Mais quelque part, tu peux très bien arriver avec des pinchers à faire en sorte qu'il saute le mur et qu'il aille chercher le boudin. C'est juste une question de travail et de volonté. Mais est-ce que c'est le but du jeu de montrer ça? Non, il y a des éleveurs qui sont contre cette image-là aussi. Et puis il y a beaucoup d'éleveurs qui sont sur la vie pépère, qui ne veulent pas du chien de travail, qui ne veulent pas parce que c'est trop de boulot. C'est voilà. Je pense qu'il faut respecter chacun. Et est-ce que vous pensez que ça peut attiser l'agressivité ou pas de faire ça? Non, alors attiser au pourcentage de certains, non, il est très faible. Il est très faible. Il faut pas exagérer. Faut arrêter ces conneries. Parce que à un moment donné, c'est une forme de jeu. Il faut se rappeler que c'est une forme de jeu. Toi, Anthony, tu penses pas? J'ai pas vu sur les milliers que j'ai dû voir dans toutes mes compétitions, il y a un chien qui a mordu une fois qui est sorti de sa cage sur un bonhomme, mais c'est sur 150 compétitions. Donc C'était comment? ça C'était une représente morsure. Il a pincé rien, ou quoi. il s'est acharné un peu? Non, non, il s'est pas acharné, il a mordu le bonhomme et après il est parti, il a Ouais, voulu même voilà, c'est ça rentrer le dans sa truc. caisse. Donc, C'est ça le truc. C'est qu'en général, les sa morsures, cage. c'est des morsures sèches, quoi. C'est pas. Donc, Sinon, alors j'ai vu justement, donc il y a un- des petits accidents au tug of war où le gars se fait mordre par son chien parce que c'est la nuit, il est 2 heures du matin et le gars fait pas attention où est rendue la liane et le chien lui écrase le doigt. Ça c'est arrivé, mais ça Ouais, c'est bon, carrément autre chose. ça peut-être à mettre dans la catégorie vraiment des vrais accidents pour le coup, ça. C'est genre. Par Non, contre, ouais, je vas-y. pense que c'est Matt, ça, tu vois, de dire tel exercice, tu vois, c'est un petit peu, tu vois, en ce moment, là, il y a une série, là, enfin, il y a un truc sur Netflix, là, Ed Klein, ou un truc comme ça, Klein, ou je sais plus quoi, là. Un mec qui tuait des gens et qui faisait des meubles en peau humaine, etc. Et soi-disant, il serait déclenché en voyant des photos des camps d'Auschwitz, des trucs comme ça. Ça, c'est des excuses bidons. Je pense que dans les chiens, c'est des excuses. Le gars, il était un peu taré. Voilà, et de toute manière, un jour ou l'autre, il aurait fait ça. Et ben, je pense que c'est pareil pour les chiens. Il y a des chiens, voilà, génétiquement, ils ont été mal sélectionnés. Et voilà, c'est ça que je voulais en arriver à là, justement. Parfait. Ta transition est parfaite. Parce que Curtis, de ce que j'ai compris, c'était quoi? C'était moitié game, c'est ça? Je sais plus. C'était En quoi? fait, alors, justement, non, mais c'est exactement là où je voulais en venir, donc c'est parfait. Merci pour la transition. Et je voudrais avoir ton avis là-dessus, Florent. Donc, Anthony, toi, tu connais l'éleveuse de Curtis. Ah oui, 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 oui. Et donc, c'est quoi? C'est une éleveuse de référence? Beaucoup de gens vont acheter là-bas ou comment ça se passe? Elle a une bonne réputation? C'est pas foncièrement une éleveuse de référence. Je sais que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs chiens, qui a eu plusieurs races de chiens. D'ailleurs, elle avait un petit croisé Stafford Teckel, d'ailleurs, qui était très fort au tug of war. Ah ouais? Donc, elle a eu plusieurs chiens. Donc, non, c'est pas foncièrement une éleveuse de référence. Elle tournait sur pas mal de shows, Belgique, Hollande. Mais, Donc toi, tu l'as vu en show aussi, quoi, c'est ça? Ah, je l'ai vu en show, moi. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Donc ouais, Jamais. je vais pas dire son nom, mais vous pouvez trouver son nom sur Internet. Là, en ce moment, elle fait profil bas à fond. Elle change sa page Facebook change tout le temps. Voilà, elle est un peu bon. Alors j'ai juste, ça c'est ma première impression que j'ai eue quand je suis allé en ADBA Italie il y a à peu près 2 semaines. J'ai trouvé des chiens superbes. J'ai trouvé vraiment de beaux chiens.
Il faut être honnête. Hein. Il y avait vraiment des chiens qui avaient été préparés, peut-être des fois même un peu trop, c'est-à-dire trop sec, trop fin. Donc voilà. Et je pense oui, que la seule chose qui pourrait être négative, c'est si on continue dans ces critères-là. C'est l'expérience que j'ai eue avec ce chien qui a été manipulé, qui a voulu me nipper. Je pense que la frustration, et on parle de ça, justement, le sujet, c'est le cœur du sujet aussi. C'est à un moment donné, est-ce que les chiens, par frustration, parce que il y a cette pression, ils sentent, voilà, c'est le devoir, c'est le travail, et ainsi de suite, vont pas commencer à génétiquement à être reproduits pour ces critères, bien entendu, physiques, mais sans focaliser aussi sur éventuellement le comportement du chien en soi. C'est-à-dire des chiens qui, on va avoir tendance à nipper au début, on va pas faire attention. Et là, on va créer peut-être des futurs mordeurs, génétiquement, qui vont vraiment mordre parce qu'il y a une frustration, parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'exercice ou parce qu'ils veulent faire l'exercice et on les empêche à l'instant T. Et c'est ça que je voudrais éviter, moi. Parce que ça serait à l'inverse de ce qu'on voudrait créer dans l'image positive qui est depuis quelques années maintenant, dont je ne fais pas partie. Hein, je suis en dehors du milieu, moi. Mais je voudrais pas que ça dégénère dans ce sens-là, parce que là, ça change considérablement les choses. Les combats de chiens, certes, c'est illégal et ainsi de suite. On peut considérer ça comme on veut, barbare ou ainsi de suite. J'ai mon avis sur la question. Il m'est propre. Point à la ligne. Par contre, le fait d'avoir une interaction chien-humain avec des comportements mordeurs et ainsi de suite, ça va pas pour l'image positive du pit. Et c'est vrai que je m'étais posé la question il y a 15 jours. J'ai apprécié le moment et tout, mais je me suis dit, voilà, on fait des critères de sélection physique, ce qui est tout à fait normal et légitime, mais derrière, il y a un comportement qui commence à me chagriner, c'est-à-dire la frustration qui pourrait amener éventuellement à avoir des sujets mordeurs par la suite génétiquement. Et ça, j'aimerais que éventuellement les gens évitent de faire ça. Alors là, on n'est peut-être même pas sur une vraie lignée de champions parce que je suis pas vraiment sur de l'élevage, je suis pas vraiment sur de ces lignées-là. On va dire, si on part sur des vraies lignées, quoi, des vraies lignées de champions, est-ce que on part sur quelque chose de dangereux? Moi, je pense, tu vois, je vais juste donner mon avis vite fait, comme ça, Vas-y. faire sur les pits et tout ça. Juste déjà, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nobody avant sur la sélection, sur les pits dans le sport qu'il a pu voir en Italie, qui peuvent être mordeurs et qui risquent de propager ce gène-là dans le futur. Donc ça, quand j'ai écouté, j'étais totalement d'accord avec lui. Là, ce que je veux dire, c'est que en fait, maintenant le pit, t'as plusieurs variétés de pit. Avant, t'avais pit, Amstaff. Donc l'Amstaff, c'était le pit de beauté, voilà. Maintenant, t'as pit, t'as le pit game, t'as le pit pour moi de sport, ce que j'appelle le pit de sport, c'est un pit qui a un pédigré, ADBA, etc., mais qui fait plus du tout de game. Et dans le game, il suffit d'une génération pour que ce soit plus du game. Et puis, tu as les pits qui n'ont pas de papier. Donc après, en fait, ça dépend ce que tu recherches. Moi, personnellement, si je devais orienter quelqu'un en lui disant, voilà, tu veux un pit qui va être cool avec les humains, en général, je parle toujours en généralité, je vais l'orienter vers un pit game. Par contre, je dirais, attention, vu qu'il vient de lignée game, il y a possibilité que ça frite avec les autres chiens. Donc, quand tu vas te balader dans la rue, voilà, il faut que tu le sociabilises à mort, il faut éviter de le déclencher, etc., etc. Et il y a forte possibilité que même en le sociabilisant et tout ça, ça parte au carton un jour. Et il faut aussi, je peux préciser juste un petit truc aussi, des fois il faut qu'ils comprennent que ça va se déclencher peut-être 2 ou 3 ans après. C'est pas parce qu'il est cool pendant 2 ans qu'après, au bout de 2 ans, il va pas d'un coup... Ça peut se déclencher à un moment donné. Et comme tu vois sur la lignée de Curtis, comme disait Anthony, lui, il l'a vu en show, le chien n'avait aucune agressivité sur les autres chiens. Par contre, il avait de l'agressivité sur l'homme. Et là, ça rejoint ce que dit Nobody, c'est que quand il est parti en show en Italie il y a 2 semaines, il a pu constater par lui-même qu'effectivement, il y avait certains chiens qui pouvaient être mordeurs sur l'homme parce que c'est plus des chiens qui sont habitués à être manipulés. Moi, mes bull terriers, je vais juste parler pour moi. Moi, par exemple, pour moi, il y a le bull terrier standard, il y a le bull terrier miniature et maintenant, il y a le bull terrier de travail. Donc, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs autres éleveurs maintenant qui font du bull terrier de travail. On est un petit nombre, mais on est plusieurs.
un bull terrier ou un pit, peu importe, un chien de travail, n'importe qui peut le manipuler. Je peux rentrer dans le chenil et venir le manipuler, que n'importe quel chien, tu vois. Par contre, le problème que je trouve parce que j'en ai gardé et tout ça, j'ai gardé des chiens que moi j'appelle les pits de street, et que, comme je disais aux États-Unis, ils appellent ça les pits des marécages, là. C'est les chiens sans papier, les pits qui n'ont pas de papier. Comme je disais en début de podcast, il y en a beaucoup où j'ai eu un petit peu peur pour moi parce qu'ils étaient chauds, tu vois, ils étaient issus de sélections où les gars ils disent « Oh, t'as vu comment il est énervé, mon chien, nanani ?» Et en fait, c'est des chiens qui sont peureux envers l'homme, qui donc peuvent déclencher des caractères mordeurs, etc. Et il y a les pits aussi de sport, et où disait Nobody, justement, pouvait y avoir des cas de morsure sur l'homme, etc. Donc en fait, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu recherches dans ton chien? Est-ce que tu veux un chien? Est-ce que tu veux un pit pour faire ceci, cela? Ça dépend de ce que tu veux. Moi, personnellement, j'irais toujours vers un game. Maintenant, il y a des gens qui veulent pas de pédigré. Bah, prenez un pit de street. Ce sera un très bon chien de famille. Par contre, faites attention avec les voisins, avec ceci, avec cela. Tu veux aller faire du sport? Bah, prends un pit pour faire du sport. Tu vois, je pense que maintenant, il y a vraiment, et puis tu sais, même les bullies maintenant, c'est compris dans les pits, c'est des variantes de pits. Donc, si tu veux, il y a tellement de variantes que, en fait, pour moi, maintenant, chacun est devenu une race à part entière. C'est-à-dire, t'as le pit game, c'est une race à part entière, t'as le pit pour faire le sport, c'est une race à part entière, t'as le pit de street, c'est une autre race à part entière. D'ailleurs, Ouais, ça, je suis d'accord. À quel niveau la sélection a une importance quand on arrive à un chien dangereux, quoi? Bah déjà, est-ce qu'il y a eu sélection sur ce chien-là? C'est ça déjà la première question. Parce que si la nana, elle élève comme ça, à droite, à gauche, est-ce que déjà il y a une vraie sélection? Donc ça c'est à creuser. Ensuite, il y a le facteur chance. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des super chiens avec l'homme et puis qui vont te donner sur le nombre de chiots, qui vont te donner un chien qui est qui est un peu zinzin et qui va mordre l'homme. Il y a aussi, comme on en avait déjà parlé, il y a ceux qui font des sélections. Alors, je vais parler que des mecs que moi j'ai vus parce que j'ai vécu 20 ans en Île-de-France, dans le 92, limitrophe 93. Donc, j'étais beaucoup dans ces coins-là, Agnières-Gennevilliers, Colombes, Saint-Denis, Villeneuve, Stein, enfin voilà. Tous les gens un peu de ces coins-là. Quand ça sélectionne des chiens, ça va être celui qui grogne, celui quand tu mets la main dans la portée, que tu chicotes un peu le chiot, qui fait des grognements, qui s'excite pour rien. Donc ils vont partir sur des sélections comme ça, ou alors sinon, ah tiens, ta femelle, la dernière fois je l'ai vue, elle a mordu un tel, ou elle a coursé un tel, ça te dit pas, on fait une portée avec mon mâle à moi aussi, il est chaud, nanana. Bon, je suis un peu dans l'exagération, mais à moitié, parce que moi j'ai vécu là-bas, je sais comment ça se passe, tu as vécu aussi là-bas, je pense que tu connais aussi un petit peu les Ouais, bien sûr, mentalités. non, c'est clair que les portées se font pas en suivant un plan de sélection, ça c'est clair. C'est juste grosse tête. Bah, si, en suivant le plan de sélection de mon chien il est chaud, ton chien il est chaud, Ouais, c'est ça, ouais. ensemble, et voilà. Ouais. Donc après, est-ce que c'est un bon plan de sélection? Je pense pas. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Je pense pas. Maintenant, c'est ce qu'ils font. Il y a un truc que tu avais dit qui était intéressant, c'est par exemple à éviter deux chiens trouillards, quoi, deux chiens qui flippent, par exemple. Pour moi, parce que en fait, moi, c'est mon avis, c'est mon analyse, et c'est par rapport aux portées que je fais et aux choix que je fais. C'est-à-dire que moi, par exemple, les chiens dans les portées qui grognent, etc., c'est des chiens que je garde pas parce que pour moi, c'est des chiens peureux. Moi, je vais garder le chien qui est calme, le chien qui se met un petit peu en hauteur, qui joue pas forcément avec les autres, qui est un petit peu en retrait, mais pas en retrait parce qu'il a peur, en retrait juste parce qu'il observe les autres. Voilà, moi, je veux plus partir sur ça que sur le chien. Je te rejoindrai sur ça, Florent. Florent, je te rejoindrai sur le fait de pas choisir un chien qui grogne. Dans les critères de ma sélection, il était clair que ça fait pas partie des caractéristiques que je regarde. Je suis même plutôt à m'en séparer de ce type de chien.
Je préfère des chiens à la limite. Alors normalement, bon, dans la sélection, hein, les chiens sont plutôt joviales, euh, euh, pas soumis, mais avec une tendance à être soumis parce que c'est l'American Pitbull Terrier, mais très jovial, très content d'être en contact avec l'humain. Et puis d'un autre côté, moi j'ai toujours aimé les caractères shy, plutôt des chiens timides, sans montrer d'agressivité. C'est timide, un peu en retrait. Voilà, parce que je sais pas, parce que est-ce que c'est mon caractère qui est comme ça et qui fait que c'est un challenge et que j'aime bien les faire éclore au niveau comportement. J'ai toujours eu cette préférence. Mais il est clair que les chiens qui grognent, ne serait-ce que pour la nourriture, ou ainsi de suite. J'avais eu le cas hein, d'ailleurs aux États-Unis, hein, et c'est vrai que ce sont pas des chiens qui généralement démontrent qu'ils sortent de l'ordinaire. Voilà, si on peut dire comme ça. Je te rejoindrai sur ce point-là, en tout cas sur le choix que tu as, qui est, j'irais presque similaire au mien. D'accord. Ouais, bah, je pense qu'en fait, toute personne qui travaille les chiens, on recherche à peu près. Après, on fait tous des choix un peu différents, sinon on aurait tous la même sélection. Mais je pense que dans les grandes lignes, on a un peu tous les mêmes critères, entre guillemets, et parce que avec l'expérience, on a vu que c'était ces chiens-là qui donnaient quelque chose de plus probant dans le futur pour les entraînements, pour le travail, etc. Et tout ce qui est chien qui grogne, etc. Voilà, comme je dis, j'avais oublié par exemple l'histoire de la gamelle, et Nobody vient de me le rappeler. C'est vrai que ça aussi, moi, les chiens qui grognent à la gamelle, tout ça, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et par contre, c'est là où tu vois que la plupart des gens aiment ça, aiment ce caractère, c'est que quand tu filmes ça, la plupart des clients vont me dire ah il est chaud, hein, je veux celui-là, je veux machin. C'est fou ça. Mais ouais, mais c'est la majorité des gens et pas forcément. Et là, parce que je me suis aussi tiré une balle dans le pied tout à l'heure en disant les gars de cité, tout ça, parce que moi-même j'étais un gars de cité pendant 20 ans, donc voilà, de banlieue parisienne. C'est pas forcément que, ça peut être aussi le gars lambda à la campagne qui va vouloir ce chien-là qui grogne parce que voilà, il montre que c'est le patron, alors qu'en fait c'est du flanc en fait. Mais tu sais, c'est un peu comme dans la Petite c'est un peu question. comme dans la vie, hein, t'as des gars qui font beaucoup de bruit, qui s'énervent, qui font machin. Et puis le gars le plus calme, le plus machin, en général, c'est le gars le plus dangereux, on va dire. Petite question. Quand vous dites il grogne à la gamelle, c'est à quel âge, quoi? Ça peut être à, Non, bah, mais, déjà la gamme, ça a un mois déjà la gamme. Tu À un commences les mois, deux. ouais, tu ouais. peux détecter le chien qui grogne à la gamelle. Tu parles Ah avec oui, ses oui. congénères ou Oui, avec oui. vous? Ah oui, oui, ça Oui, peut oui, même oui, partir oui. en bagarre pendant 5 minutes, si tu les sépares pas, même 10 minutes, et ça va jusqu'à les chiens ont des plaies, des pattes énormes le lendemain, parce qu'ils se sont bouffés la gueule. Si tu les sépares pas, si tu surveilles pas la gamelle, ça peut partir comme ça. Hmm. Ça peut partir, Bah, ça peut c'est ce partir qui très s'est loin. passé d'ailleurs. Hein, ouais, c'est ce qui s'est passé. Hein, le chien bloquait tous les autres, ses frères et sœurs, et il y en avait un qui disait pas de mots, il faisait rien, il disait rien, et puis je savais bien qu'un jour ou l'autre ça allait péter, et puis ça a été le cas. Donc bon, le troublemaker, je l'ai mis à l'écart. Parce que c'était lui le problème, hein, voilà. Mais il Non. est clair que c'est pas des comportements que je tolère dans la sélection, parce que dans mon programme de sélection, c'était comme ça. Moi, je voudrais parler de la responsabilité pénale. Est-ce que tu peux dire Voilà, ce c'est que tu ça. en penses là-dessus? Pour la responsabilité, moi, je continue à dire, je suis désolé, cette femme-là, c'est triste ce qui est arrivé, mais formait une communauté de vie avec Monsieur Ellul. Point. Alors, de deux choses l'une, on parle de violence faite aux femmes, oui, mais c'est légal, etc. J'estime qu'elle n'était pas sous la tutelle de Monsieur Ellul, elle n'était pas sous curatelle, elle avait ses pleines responsabilités. Je l'ai vu sortir les chiens, moi, les chiens sur le ring, s'en occuper, leur donner à manger. Dire que Christophe Ellul est le responsable et le passer au tribunal correctionnel pour homicide involontaire, ça voudrait dire qu'en clair, que sous prétexte
que Elisa Pilarski était une femme, elle était forcément sous une emprise quelconque, elle n'avait aucune responsabilité, ce qui me paraît complètement hallucinant. Demain, vous prêtez votre voiture, vous savez pertinemment que la voiture est puissante ou qu'elle a tendance à partir d'une certaine vitesse à chasser à droite ou chasser à gauche, votre femme prend la voiture, cause un accident, tue quelqu'un, dans ce cas précis, vous avez la voiture qui est assurée, qui a votre nom, même s'il avait le droit de le conduire au niveau de l'assurance, c'est jamais vous qui allez passer pour homicide involontaire en cas d'accident. Donc moi, c'est la responsabilité de Monsieur Ellul. Je suis désolé, j'ai un couteau chez moi, j'ai une compagne qui prend le couteau, qui plante le voisin, on me dit c'est vous qui avez acheté le couteau de boucher. Là, il y a quand même un gros problème. Mais c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Faut savoir qu'on parle, c'est triste, on parle de morsures de chiens, de décès qui ont eu lieu après des morsures de chiens. Par an, en France, il doit y avoir 10 cas, 20 cas. En fait, ce qu'on lui reproche, on lui dit qu'il aurait dû interdire à sa compagne de sortir ses chiens. C'est ça vraiment qui est dit. Hein. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'est une mineure, il lui interdit. Là, c'est pas mal, ça. C'est-à-dire que moi, ma base à moi, d'accord, moi j'interdis. Alors dans ces cas-là, je claque parce que je suis pas passionné de chiens aussi, je suis diplômé de généalogie génétique. Donc très bien, j'ai le droit de vivre comme ça, j'interdis à ma bonne femme, je vis comme en Irlande, comme vivaient mes ancêtres, les Travelers, comme mon arrière-grand-père, il y a Dieu, il y a moi, mais je peux pas vivre comme ça, je peux rien interdire ici. Oui, mais tu dis ça, Anthony, Anthony, tu dis ça, mais toi, tu laisses jamais personne d'autre sortir tes chiens. Mais non, parce que chez moi, moi, je m'en fous des lois. Il y a Dieu, il y a moi. Oui, mais voilà. D'accord, mais j'ai les clés. Si j'ai des armes, c'est moi qui ai les clés. Si j'ai les clés d'un box, c'est moi qui ai les clés. Et c'est moi qui commande. J'étais dans une maison où il y avait 9 enfants, dont un seul était à moi. Il y avait 8 autres gamins. J'étais dans une maison où il y avait 3 chiens. Il y a personne qui se bat entre chiens. Il n'y a pas de gamins qui se battent parce que je vis d'après des principes anciens qui sont se transmis par mon grand-père et de son grand-père et de son grand-père à lui. Il avait interdit, on aurait pu lui reprocher le contraire. De toute façon, on peut tout reprocher à tout le monde. Oui, on aurait reproché qu'il était misogyne. Ouais, les exemples, c'est compliqué à chaque fois, mais en revanche, c'est vrai que ça pose une vraie question. D'un point de vue de la loi, c'est lui le propriétaire. Et comme il a fait venir un chien qui est illégal, bon, moi je suis contre cette loi de 99 sur les pits. Moi, comme vous l'avez compris, j'aime bien les pits, donc je suis contre cette loi, forcément. Ouais, moi ce que j'aimerais bien quand même clarifier, c'est est-ce qu'on aurait fait toute cette histoire, la même histoire, si ça avait été un croisé berger allemand et une autre race? Non, mais la question de fond, elle est là. Est-ce qu'on aurait fait la même chose? Non. On n'aurait pas d'homicide involontaire, on n'aurait pas tous bourbier. Point très important, c'est que le directeur d'enquête, un lieutenant-colonel de la gendarmerie, faisait partie de la chasse et s'est permis d'être directeur d'enquête. L'instructeur de l'enquête judiciaire, ça c'est complètement impossible. J'espère que les avocats de Monsieur Ellul vont quand même relever ce problème. Surtout qu'il y a encore beaucoup plus étrange, c'est que quand l'affaire s'est vraiment envenimée, il a été muté, et je sais sur comment ça se passe à chaque fois, il a été muté en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'est pas un DOM, un département d'outre-mer, n'est pas un TOM, un territoire d'outre-mer, c'est maintenant un POM. Et il faut être un Gaulois pour inventer des termes pareils, un POM. Pays d'outre-mer, ce qui fait que pour le refaire revenir, ça a beau être la France, mais il est jamais revenu se faire auditionner. Donc ça, c'est quand même pas mal, quoi. À chaque fois, il y a la Nouvelle-Calédonie ou il y a Tahiti. Quand il y a des problèmes, c'est surprenant. Surprenant. Ils nous prennent pour des pommes. Ah ouais, justement. C'est ça. Donc là, il y a un point troublant, peut-être pas, ou peut-être justement qu'il a commis une erreur professionnelle en étant directeur d'enquête et que les chiens de chasse n'avaient rien à voir, mais toujours est-il que dans une procédure, on doit à peu près connaître le code de procédure pénale. Oui, surtout quand on est lieutenant-colonel de la gendarmerie, c'est pas le dernier maréchal des logis qui vient d'être au PJ.
c'est un officier supérieur, donc là, on peut pas être directeur d'enquête, ça, c'est pas possible. Alors déjà, moi, je voudrais juste préciser, cette vidéo, c'était pas du tout pour enfoncer Christophe Ellul, loin de là, parce que il a vécu un drame. Non, ça sert à rien. Lui, le pauvre, il a tout perdu. Ah ouais, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a vécu quelque chose d'absolument dramatique et ça fait, je trouve, se poser la question. Justement, moi, je trouve que à toutes les personnes qui ont des chiens, qui ont des molosses particulièrement, des gros chiens ou des malinois, enfin voilà, vous avez compris, des chiens potentiellement dangereux physiquement, ça pose la question de la responsabilité quand même. Donc, à vous d'en tirer les bonnes conclusions, c'est-à-dire déjà aller chez des éleveurs, vérifier la sélection, comme vient de le dire Florent. Renseignez-vous, ouvrez, hein, c'est pas faute d'avoir des documents maintenant. Renseignez-vous, parlez à des gens, parlez avant de choisir un chien. Réfléchissez aussi si c'est compatible avec votre vie. Réfléchissez aussi si vous avez le sens de l'éducation, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas en eux, quoi. C'est comme ça, ils sont nuls avec les chiens, ils sont nuls avec les animaux, ils ont pas le truc, donc le faites pas, n'en prenez pas. Et voilà, enfin, je pense on a vu plein de choses, on a abordé plein de sujets. J'espère que les gens vont, que ça va servir à des gens, que ça va servir que ça va leur servir. Peu importe, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette forêt, mais quoi qu'il en soit, le but c'est que ça fasse réfléchir, je pense, et que ça fasse progresser la sociabilisation aussi du chien. Ce qu'il faut quand même retenir, peu importe, encore une fois, qui est coupable, je sais pas qui a fait quoi dans cette forêt, mais c'est que quand on prend un chien, on a une responsabilité, quoi. Je pense que c'est un peu la conclusion de toute cette histoire, quoi. Bon, je vous remercie énormément d'avoir participé à cette Merci, vidéo. Bouddha. Merci beaucoup. C'était sympa. Et en espérant vous revoir bientôt, ok? Salut Matt. Ok, Ok, cheers. pas de souci. Ciao les gars, merci Salut. beaucoup. Bye. À bientôt. Bye. Bye bye. À la prochaine. Voilà la famille, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà eu un chien agressif ou si vous avez été témoin d'attaques de chiens, dites-le aussi dans les commentaires, c'est toujours des témoignages super intéressants. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo, ça aide beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao.